Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Nous sommes mercredi 8 décembre 2021. C'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur vos antennes. Et ce soir, on s'intéresse, évidemment, c'est une semaine Champions League, un peu à ce qui s'est passé hier, surtout que nous sommes rendus à la fin de la phase de groupe. Ce sera en première partie de l'émission. Dans le débat, en seconde partie de ce magazine, on va s'intéresser tout d'abord au processus électoral en cours à la Fédération camerounaise de football, plus que 3 jours, et on saura qui sera le nouveau président de cette association. Et comme vous le savez aussi, l'heure est au préparatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Le kick-off, c'est le 9 janvier prochain. Le trophée est au Cameroun. On fera le point tout à l'heure avec notre reporter Olivier Bouziku à Yaoundé. Et puis on tentera aussi de voir si par exemple dans une ville comme Douala, l'une des villes hautes de la CAN, si la cité économique est déjà parée aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Rendez-vous donc dans la seconde partie de cette émission. Nos invités ce soir, Timothée Makongo, ancien footballeur. Maxime, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir aux téléspectateurs, surtout bonsoir au PNNCAM et à RIM, que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau. Georges Rim est avec nous. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir au grand frère Timothée, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et juste à côté de vous, Fernand Nenkam, un visage qu'on connaît très bien. Fernand, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV et bonsoir également à tout le panel. Un panel qui a décidé de se mettre en mode afritude ce soir. C'est une coïncidence, vous le dites bien. Alors peut-être avec vous, Georges, un petit mot sur l'actualité de cette semaine, du jour, la Ligue des champions UEFA qui est en train de se dérouler. Peut-être un mot aussi sur cette fin de la phase de groupe. On a vu une équipe de Paris hier, on a vu d'autres équipes aussi engagées dans cette compétition. Une analyse globale quand même, vous qui suivez de près cette actualité. Ben, écoute, c'est vrai que pour certaines équipes, le sort était déjà connu avant même cette 6e journée. N'oublions pas qu'elle a commencé hier et elle se termine aujourd'hui. Si on prend par exemple le cas de la poule A, où on retrouve Manchester City et le Paris Saint-Germain, avant cette 6e journée, les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les 8e de finale et même aux positions qu'elles occupaient déjà depuis la 5e journée. C'est-à-dire Manchester City premier, Paris deuxième. Donc peu importe ce qu'auraient pu être les résultats de la 6e journée que... On a vu justement des matchs très engagés aussi, hein, oui, malgré justement ces positions-là. Oui, c'est le charme de ces grandes compétitions et de ces grandes équipes, c'est-à-dire que peu importe le classement, quand on joue, on le joue à fond. Manchester City, je l'ai dit, était assuré de terminer premier, mais ça n'a pas empêché quand même si Guardiola a procédé à quelques rodages, il a donné du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas suffisamment depuis le début de cette compétition. Est-ce cela qui a permis au RB Leipzig de prendre le dessus? Je ne saurais le dire, mais on a regardé le match. Manchester United, je vais dire City, n'a pas levé le pied du tout. Il n'y a que Leipzig en voulait vraiment. Il peut éprouver quelques regrets au regard de ce qu'a été son début dans la compétition. Je parle là du club allemand, qui, il faut le dire, malgré ses belles prestations, que ce soit contre City ou au Paris Saint-Germain, notamment à la phase aller, avait démontré de très bonnes choses et aurait pu véritablement prétendre à une qualification pour le second tour. Malheureusement, son début a été catastrophique. Une équipe qui a marqué beaucoup de buts, mais en a également pris plus qu'il n'en fallait, ce qui justifie que malheureusement, elles doivent se contenter de la 3e place et donc de la suite en Europa League. Paris également était sûr de terminer 2e, donc on se serait un peu attendu à ce que... Mbappé ont été servis hier. Hein, effectivement. Aussi, oui, parce que ce club, il fallait, à la faveur de ce match, présenter un autre visage parce que, de l'avis de tous les analystes, c'est pas encore du Grand Paris qu'on voit depuis le début de saison. Alors, la première mi-temps d'hier a
quand même permis de se faire quelques certitudes. Mbappé, Messi, Di Maria, bref, c'était un pari assez solide en première mi-temps, même si en seconde mi-temps, et on peut comprendre pourquoi, parce que maintenant déjà 3-0, donc il n'y avait plus la même volonté à aller faire mal à l'adversaire. Bref, ce match, Paris, à travers ce match, je vous l'ai dit, Paris a un tout petit peu rassuré ses supporters. On attend maintenant de voir ce que ce sera lors de la phase des huitièmes de finale où Paris devra faire... Plus compliqué. Là, exactement. Parce que malheureusement, deuxième, ça ne vous met pas à l'abri de tomber sur des Liverpool, des Real de Madrid, bref, des équipes un peu plus corsées, le Bayern de Munich, que FC Bruges par exemple. Et forcément, ça va donner de belles affiches. Peut-être un commentaire rapide de Timothée Makongo avant qu'on passe à autre chose. Le commentaire d'Erim est tellement complet et incompréhensible que je ne peux pas revenir sur quoi que ce soit, mais c'était bien. Mais moi, j'en ai profité pour apprendre. Là. Ça va. Voilà, tranquille. On va donc évidemment suivre, comme tous les fans de football, le déroulement de cette saison en UEFA Champions League. Ici au Cameroun, on va s'intéresser tout d'abord à un forum qui s'est récemment déroulé. Il s'agissait de la première édition du Forum international sur le droit du sport. C'était à Yaoundé. Il était surtout question de favoriser une meilleure connaissance des règles du jeu afin de réduire le nombre sans cesse croissant justement de procès enregistrés au sein du milieu sportif. Autour justement sur ces travaux organisés par l'association Droit du Sport. Avec vous, Léla Ringansu. Une meilleure connaissance des règles du jeu peut avoir un impact sur la réduction des procès devant les instances juridictionnelles. C'est l'objectif que s'est donné l'association du droit du sport à travers l'organisation ce 25 novembre d'un forum ouvert à l'intention des acteurs évoluant dans le milieu sportif camerounais. Au Cameroun, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de discuter, nous avons besoin de soulever les problèmes et essayer de trouver des solutions à ceci. Et je pense qu'une rencontre comme celle-ci, à travers les thématiques qui sont mises sur la table, à travers les panélistes qui viennent d'horizons divers, chacun apportant ainsi ses propositions, chacun présentant son point de vue à partir de son prisme, on peut forcément aboutir à quelque chose. Il est donc important qu'on retienne des solutions qui se dégagent des discussions, parce qu'au-delà de la simple théorie, des solutions qui sont envisagées ici, qui sont mises sur la table, peuvent aider les acteurs, mais au-delà des acteurs, c'est des solutions qui peuvent aider le législateur. Lorsqu'on relève, par exemple, qu'il y a des insuffisances dans les textes, le législateur devait prendre ce problème à bras le corps pour essayer de trouver à son niveau des solutions. Entre autres thèmes, les acteurs sportifs ont eu droit à un exposé du professeur Atemengue Jean de Noël, secrétaire général de l'association du droit du sport. Un exposé bâti sur la nationalité civile et la nationalité sportive, une question qui se pose depuis quelques semaines déjà avec l'un des candidats au poste de président de la FECAFOOT et dont la candidature a été validée ce même 25 novembre par la commission électorale. Dans le contexte juridique camerounais, il faut le savoir, je l'ai dit pendant ma communication, la double nationalité n'existe pas. La loi camerounaise de juin 1968 indique clairement que si un Camerounais change de nationalité, renonce à sa nationalité camerounaise, il la perd automatiquement. À partir de là, du point de vue du droit camerounais, du Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Mais en revanche, le Camerounais qui a pris une nationalité étrangère, n'est-ce pas, est reconnu par cet État-là, son nouveau pays, comme étant son national. Et c'est de ce point de vue-là que peut se poser le problème de la plurinationalité qui est mobilisée par ces fédérations, en sorte qu'on parle donc de nationalité sportive. Mais je le répète, la nationalité sportive n'est pas, n'est-ce pas, une catégorie juridique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par aucune loi dans le monde. Aucun État n'attribue, aucune fédération sportive, fût-elle la plus puissante comme la FIFA,
n'est-ce pas, n'est compétente pour attribuer la nationalité à un individu. En saluant la vision de l'Association du droit du sport, les acteurs invités ont appelé à la multiplication de telles initiatives. C'est vrai quand même que on a rarement vu des formations, des forats consacrés uniquement sur le droit du sport. Timothée Makongo, est-ce que dans le contexte actuel justement où le Cameroun depuis quelques années déjà fait plus parler de lui dans les juridictions que sur le terrain, de telles initiatives peuvent apporter des réelles solutions par rapport à la situation actuelle? Voilà la question que je me pose à écouter toutes les solutions dont on parle dans ce forum-là. C'est un peu comme si on essayait d'habiller quelque chose qui était venu un peu encombrer, comme on veut dégager une ombre qui encombre un peu le système camerounais, que ce soit le système électoral, bien tout le système. En réalité, le problème ne se pose même pas, à mon avis. Hein? Et il a dit, j'ai eu l'impression qu'il était un peu contradictoire à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il dit clairement qu'en fait, la nationalité sportive n'existe pas. Mais en même temps, il dit que quand tu as déjà pris la nationalité en dehors de celle du Cameroun, ça annule automatiquement. Il dit, il y a une contradiction qui est dangereuse dans exprimer tel qu'il a exprimé. Il a beau être juriste, mais je crois que pour nous qui sommes des profanes, ça sonne à nos oreilles comme une contradiction. Mais j'ai dit que, quelqu'un a dit tout à l'heure, sur les premiers interlocuteurs, en disant que les lois, les tests camerounais ont des vides et tout ça. Quand vous regardez la totalité des tests camerounais, que vous avez le courage de faire les comparaisons avec les tests des autres nations en matière de football, je reste toujours dans les tests de football, moi je fais pendant les tests de droits généraux, nous constatons que nous avons les meilleurs tests d'Afrique. Et même la CAF, en faisant ces études de comparaison, Ghana, Cameroun, Ouganda, Sénégal, et même Afrique du Sud, on constate que le Cameroun a les meilleurs tests, les tests les plus complets, les mieux élaborés. Mais nous, les Camerounais, nous avons ce côté subtil qui consiste à, au lieu de donner du poids à la structure qu'on a créée, et penser que la structure, elle doit rester pérenne, nous choisissons d'écarter à un moment donné la structure pour encenser les hommes. C'est pour ça que les hommes ont faussé, c'est les hommes qui faussent à tout moment les réalités, nos réalités législatives, vous-même des tests. Hein. C'est les hommes qui les faussent. Hein. Il y a eu, une fois j'entendais le président parler d'une assemblée de 2000 qui n'était pas tout à fait légale, et il avait parfaitement raison à ce moment-là, parce que quand on regarde le fond des choses, on se rend compte qu'à cause des hommes, on troque les tests qui sont parfaits dès le départ, puis on dit qu'il faut refaire les tests, et nous revenons, nous faisons un truc. Mais cela rencontre beaucoup de remous. Oui, oui, mais je dis qu'il faut être logique, parce qu'en réalité, dans ce mouvement, la réalité camerounaise de ce mouvement-là, il y a beaucoup de fautes venant des hommes qui dirigent. Il y a beaucoup de fautes venant de haine envieuse, parce qu'il y a beaucoup de haine envieuse, il y a même de haine dangereuse, qui fait que ça fausse tout le mouvement sportif et toute la réalité sportive. Mais pour moi, nos tests sont absolument adaptés, ils sont bons. Ils sont bons. C'est un problème d'application, tout simplement, et de respect d'application de ces tests. Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Non, tu as posé la question de savoir quel était le bien fondé de telle initiative. Voilà, et effectivement, elles sont les bienvenues à partir du moment où ça permet d'édifier de manière générale les individus et de manière particulière le monde du sport sur le droit du sport. Parce que malheureusement, on a comme l'impression que nous avons mal avec la réglementation, du moins dans son application et parfois même dans son interprétation, ce qui justifie tous les procès à n'en point finir à la Fédération camerounaise de football. Et pas que, dans toutes nos fédérations. Il y a un des points qui a été abordé, celui de la double nationalité. Mais je crois savoir, hein, je ne parle pas avec une certaine prétention de maîtriser de fond en comble la loi sur la question, mais pour ce qui est de la double nationalité, et on a évoqué le cas d'un des candidats à cette élection, on ne la perd pas automatiquement parce qu'on est devenu citoyen d'un autre pays. C'est toute une procédure juridique
qui vous fait perdre votre première citoyenneté. On parle par exemple de la rénonciation, ça c'est d'un. Et puis de deux, comme je le disais, c'est toute une procédure juridique qui peut être enclenchée par n'importe quel individu pour effectivement qui peut entraîner la perte de votre nationalité. Ouais. Tant que rien n'est fait dans ce sens, peu importe que vous ayez acquis une, deux, trois nationalités en dehors de la vôtre, de la première et celle d'origine, vous restez citoyen. Et le code électoral en vigueur à la FECAFOOT est clair là-dessus. Il suffit pour que votre candidature, votre dossier soit validé, que vous présentiez un certificat de nationalité. Alors, si vous pouvez prouver que vous êtes d'une certaine nationalité, ça ne pose aucun problème. On ne va pas me faire croire que le magistrat Schlick soit lui-même ignorant du droit, qu'il ait fermé les yeux sur cette question lorsqu'il était question de valider les candidatures de certaines personnes à cette élection. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La loi est claire. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu citoyen allemand entre-temps que vous perdez automatiquement la citoyenneté camerounaise. Non, ce n'est pas ce que dit la loi. Alors, Fernand Nkam, d'où la problématique de ce soir. Comment rendre la Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique plus crédible, justement? Disons que je vais revenir déjà sur le forum. C'est une initiative heureuse qui arrive peut-être avec un très grand retard parce que la plupart des incompréhensions qu'on observe aujourd'hui dans le mouvement sportif national partent du fait que beaucoup d'acteurs ne connaissent même pas les lois. Je n'ai qu'à prendre l'exemple des lois de jeu. Ce n'est pas normal que les athlètes, tous ceux qui tournent autour de l'activité sportive ne sachent pas. Pour le cas du football, il n'y en a que 17. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces 17 lois. Maintenant, pour ce qui est de cette opération, cette initiative du forum, je pense que, comme a dit le professeur Kouvondo, il est grand temps qu'on se parle. Et quand il faudra que les acteurs se parlent, ça veut dire qu'il faudrait qu'on commence à enseigner tous ces rudiments du droit, parce que le droit du sport est différent du droit pénal, il est différent du droit commercial, du droit civil. Il a ses particularités, et tant que vous n'avez pas la maîtrise de ces particularités, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous comptez le nombre de procès qu'on a aujourd'hui, le contentieux qu'on a à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, au tribunal d'État du sport, etc. Donc ça veut dire simplement que pour que le comité, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, tout comme parce que lorsque vous posez le problème de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, ça renvoie également au tribunal d'arbitrage du sport. Vous savez, les deux organes ont quelque chose de particulier, à savoir que leurs décisions sont immédiatement exécutoires. Aussitôt ces décisions sont rendues, elles sont immédiatement exécutoires. Malheureusement, il n'y a rien qui oblige la partie lésée à pouvoir obtenir l'application de la mesure. C'est-à-dire que toutes ces décisions n'ont pas de dispositions coercitives. Donc aujourd'hui, pour que le comité national, le conseil et la chambre de conciliation et d'arbitrage et même le tribunal d'arbitrage du sport soient crédibles, non, même pas on ne fait pas parler de crédibilité. Ces deux organes juridictionnels sont crédibles. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de dispositions coercitives qui obligent à l'application de leurs décisions. Parce qu'il y a quand même certains acteurs qui estiment que la CCA n'est pas aussi totalement impartiale qu'elle devrait l'être. C'est pour ça qu'on parle. Non, parler d'impartialité, ça renvoie à parler d'impartialité renvoie à la crédibilité des hommes qui sont chargés de rendre ces décisions. Mais sinon, la Chambre de conciliation et d'arbitrage en tant que telle n'a pas de problème de crédibilité. C'est les hommes qui doivent faire de cet organe quelque chose de sérieux, quelque chose à respecter. Mais sinon, je reviens donc à ce que je disais, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, avec ses membres, est une chambre crédible. Le seul problème, c'est qu'elle ne dispose pas de pouvoir qui impose l'application de ces décisions. La preuve, vous allez constater que depuis que la Chambre de conciliation et d'arbitrage, le tribunal d'arbitrage du sport rendent leurs décisions, on ne les applique pas. Et du coup, quand on ne les applique pas, la seule disposition possible, c'est de recourir au tribunal arbitral, au tribunal de première instance,
qui rend les équatours. Aujourd'hui, on se rend compte que même les équatours n'est pas exécuté. Donc, ne parlons pas de crédibilité de la Chambre, parlons plutôt des pouvoirs. Comment renforcer les pouvoirs de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, comment renforcer les pouvoirs du tribunal arbitral du sport. Malheureusement, dans le monde du sport, il n'y a que deux possibilités pour régler les litiges. Soit c'est la médiation, soit c'est l'arbitrage. Donc il n'y a aucune contrainte à appliquer les décisions. Georges, vous souhaitez... Non, je voulais rebondir sur la crédibilité de la CCA. Et même, en supposant même qu'elle ne soit pas... qu'elle soit impartiale. Je veux dire qu'elle soit partiale. Mais c'est simple. Si vous estimez que les décisions que la CCA a rendues sont complaisantes, vous avez la possibilité d'aller au TAS pour demander réparation. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ça devrait poser un problème. Encore que généralement, chaque fois que... Parce qu'il y en a trop quand même. Pardon? Parce qu'il y a trop de dossiers, trop de plaintes du Cameroun. Mais c'est ce que le grand frère Fernand... International, est-ce qu'il n'y a pas possibilité justement que sur le plan local, les acteurs puissent trouver des solutions? Sauf que même quand on va au TAS, généralement les décisions que le TAS a rendues ne sont pas si différentes de celles que la CCA a données. Donc, si le TAS, qui est l'instance juridictionnelle pour les litiges à caractère sportif, rend une décision, que les parties qui en conflit respectent cette décision, sans qu'on ait nécessairement besoin d'aller auprès d'un tribunal de droit commun pour chercher l'exéquature et faire appliquer cette décision. Encore que, comme l'a dit le grand frère, même quand on est en possession de cette exéquature, on a du mal à appliquer la décision. Peut-être qu'il faudrait... Donc il est justement question de, comme disait, de renforcer les pouvoirs. Oui, renforcer les pouvoirs de la CCA pour que elle s'impose aux partis de manière concrète. Je voudrais juste ajouter un truc. Dans l'association de base des tests camerounais, il y a à l'intérieur des tests camerounais ce qu'on appelle la Chambre nationale de résolution des litiges. C'est ça. La Chambre nationale de résolution des litiges. Cette chambre est constituée d'une manière générale, depuis que l'Africa Foot existe, de véritables juristes camerounais, c'est-à-dire des magistrats de bon niveau, de belle qualité, et des avocats, qui cette chambre, depuis, moi je l'ai côtoyé pendant presque 15 ans, 20 ans, et j'ai réalisé que ces gars rendaient des décisions extraordinaires. Malheureusement, c'est la procédure qui était compliquée, parce que cette chambre, ces décisions n'étaient pas applicables. Il fallait d'abord que l'Africa Foot. En fait, c'est pour ça que à un moment donné, l'importance de la Chambre de conciliation s'imposait. Mais même au niveau de la Chambre de conciliation, de l'Africa Foot et même du test, on n'a pas mis en place de manière claire un protocole d'accord donnant des pouvoirs exécuteurs, des pouvoirs qu'on peut mettre de suite en application au niveau... C'est ces protocoles qui existent, mais je pense qu'il faut d'abord que nous réfléchissions sur nous-mêmes. Parce que souvent, on dit même que, dans les tests même camerounais, on disait que avant d'avoir recours aux organes qui sont en dehors de l'Africa Foot, il fallait d'abord épuiser toutes les voies internes à l'intérieur de l'Africa Foot. On ne les épuise jamais. Et là, ça pose un problème, parce que si on passait par... Parce qu'il y a une chambre de résolution des litiges, il y a une chambre comment on appelle ça, pour l'éthique, il y a une chambre éthique, il y a des chambres qui existent à l'intérieur de l'Africa Foot qui peuvent résoudre efficacement beaucoup de problèmes. Parce que les hommes qui sont pris dans ces chambres sont des professionnels de ces métiers. Pourquoi les laisser toujours continuer, pouvoir sortir de ce cadre-là pour aller chercher le temps, aller chercher les autres Et puis ça nous enlève une certaine pas autonomie, je veux dire, une certaine autorité à nous, le Cameroun, parce que nous avons des très très bons juristes dans notre pays. Nous pouvons faire une chambre spéciale au Cameroun, qui soit une chambre intermédiaire obligatoire avant d'aller dans les instances extérieures. Oui. Nous pouvons créer une chambre vraiment indépendante à l'intérieur du Cameroun, l'État du Cameroun, dans toute sa notoriété, dit c'est nous qui avons créé cette chambre. Tous les problèmes relatifs au sport passent par cette chambre, et c'est une chambre qui pourrait avoir beaucoup de force. Et la direction des normes dans tout ça. Tout est défini par les hommes à la base.
Hein? Direction de normes ou pas direction de normes, tout est défini. C'est pour ça que je parle d'un protocole d'accord dès le départ. Tout est faisable. Mais pour vous que nous puissions rester à l'intérieur de cette force camerounaise que nous avons. Parce qu'en réalité, les tasses et tout ça nous affaiblit, ça donne l'impression que nous sommes encore des attardés au niveau même de la connaissance du droit, au niveau de la connaissance d'un certain nombre de choses. On n'a aucun retard. Mais ce n'est pas seulement les Camerounais qui saisissent le TAS aussi. Hein, oui, mais le problème des autres, c'est que quand ils saisissent le TAS, ils ont déjà épuisé tous les recours intérieurs. Nous, on n'épuise jamais nos recours intérieurs. Disons que pourquoi est-ce qu'on saisit le TAS? On saisit le TAS simplement parce que on doute de la moralité de ceux qui rendent des décisions localement. Et on estime que les responsables, les arbitres du TAS ne sont pas d'ici, ils ne sont pas influençables, ils peuvent prendre de bonnes décisions. Et très souvent, on se rend compte que c'est le tribunal supérieur du sport contredit très souvent ce que nous avons fait à la base. Donc, du coup, on doit faire confiance au tribunal supérieur du sport. C'est comme aujourd'hui les sentences arbitrales dont on réclame l'application. Personne ne peut dire aujourd'hui que c'était de mauvaises décisions de la part du tribunal supérieur du sport. Mais il se trouve simplement que localement, nous refusons de les appliquer. Donc ça aussi, il faut pouvoir revoir. Donc il faut revoir, il faut renforcer les pouvoirs du tribunal supérieur du sport, il faut renforcer les pouvoirs de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. D'accord. Merci, messieurs, pour vos réactions par rapport à ce sujet. Et puisqu'on parle de CCA, on va rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Et le premier thème ce soir concerne justement le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Et vous le savez, certains candidats, à l'instar d'Emmanuel Mabouan-Kessa notamment, Emmanuel Mabouan-Kessa qui a donc récemment saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun pour demander un certain nombre pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements dans le processus en cours. Voilà, donc il a obtenu gain de cause auprès de la CCA et on va vous proposer justement de suivre sa réaction dans le reportage qui va suivre et aussi ce que pensent les proches du président actuel qui assure l'intérim au niveau de la FECAFOOT. Reportage. Je peux aujourd'hui prétendre être candidat, pas pour quelqu'un d'autre, parce que cette personne qui va venir être candidat me dépasse avec quoi? La plainte déposée par Emmanuel Mabouan-Kessa vient de connaître une suite favorable auprès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le 6 décembre 2021, elle a partiellement annulé la décision de la commission électorale de la FECAFOOT du 25 novembre dernier relative à la publication de la liste des candidats au poste de président et de membres du comité exécutif de la FECAFOOT. De même, la CCA rejette la décision de la commission de recours de la FECAFOOT du 30 novembre qui valide la candidature de Seydou Bomonjoya, actuel président par intérim de la FECAFOOT. La procédure suit son cours et quand la procédure suit son cours, je ne peux pas dire que je me réjouis parce qu'une décision de justice, je sais qu'on ne les applique pas, mais je suis aussi content parce que j'ai eu gain de cause, sachant que M. Seydou Bomonjoya était salarié à la Fédération camerounaise, puisque si vous et que vous avez des indemnités de travail, ça veut dire que vous avez touché un salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est la somme des indemnités. Ça fait partie du loyer, de la voiture que vous profitez, de l'argent que vous touchez. Tout le monde sait que son salaire était à 3 millions de francs. Donc aujourd'hui, je sais qu'il va peut-être contester à la TAS, mais en attendant, je me réjouis de savoir qu'il ne sera pas candidat. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Vous ne pouvez pas être joueur et arbitre dans une même compétition. Donc, je suis content de cette décision et que je crois que il faut respecter le règlement et puis appliquer les décisions dans notre pays. Les choses doivent changer. Pour les proches de Seydou Bomonjoya, les décisions rendues par la CCA constituent un non-événement. Mais vous allez voir que ça semble être pour tout le monde un non-événement parce que depuis que la FIFA gère la fédération à travers la décision du 15 janvier 2021 qui fait de M. Seydou et son exécutif un organe intérimaire. Tout ce qui vient de la CCA est mis entre parenthèses parce que la fédération tient dans ses, comment on va dire ça, dans ses documents, une lettre servie par le CNOSC,
Comité national olympique qui montre valablement que tout ce que la CCA fait aujourd'hui est en violation de ses propres textes. Et nous savons que par rapport à tout ça, sous haute instruction de la FIFA, il y a un dossier en attente, une décision qu'on attend du TAS pour vider un contentieux entre la fédération et la CCA qui contestait depuis longtemps la façon avec laquelle les décisions étaient rendues. D'où l'absence de Seydou Bombon Djoya à l'audience de conciliation à la CCA. Vous voyez bien que c'est un procédure de non-conciliation dans lequel on observe qu'il y a une partie qui n'est pas venue et cette partie-là, c'est M. Seydou parce qu'il n'a pas trouvé nécessaire d'y aller. Donc, pour nous, c'est un non-événement. Et je pense aussi que dans une élection ou bien dans une compétition où chacun veut respecter les règles, on n'a pas besoin de chercher à éliminer un candidat si on estime avoir l'électorat avec soi. Est-ce qu'il y a un risque justement que la candidature du président Seydou Bombon Djoya puisse être disqualifiée avant le 11? Venant de la CCA, ça n'aura pas d'impact parce que toutes les décisions rendues par la CCA, vous allez remarquer depuis près de 5-6 mois, ne sont pas respectées par la fédération. Pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce que la FIFA a instruit d'aller au TAS avec tout cela et qu'on ait des contradictions dans les verdicts qui vont être donnés. Après la non-conciliation des parties, Emmanuel Mabouan-Kessak peut saisir la CCA en arbitrage. J'aurai une réunion avec mon conseil Maître Ngom. Nous allons, on va se pencher dessus, mais je vous ai dit, je n'arrête rien jusqu'à la fin du processus électoral. Si j'arrête, qu'est-ce que je dis à mes enfants demain, que papa accepte le faux? Non, j'ai dénoncé quelque chose et comme vous me connaissez, j'irai jusqu'au bout. À la veille de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT prévue ce 11 décembre, il est clair que les batailles juridiques sont loin d'être terminées. On va justement évoquer un peu ce processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Déjà, Fernand Nkam, de votre position, quelle est l'analyse que vous faites de manière globale du contexte dans lequel se déroulent les élections cette année? Disons que l'ambiance jusqu'ici est tout à fait normale, c'est une ambiance de campagne électorale et je voudrais tirer chapeau à Samuel Eto'o-Fils parce que grâce à lui, nous vivons une nouvelle ère dans les élections à la FECAFOOT. C'est la première fois qu'on vit sur l'ensemble du territoire national les élections à la FECAFOOT comme si c'était des élections du domaine politique. Ça bouge dans tous les sens. Pourtant, il n'y a que 76 personnes qui sont appelées à voter le président de la FECAFOOT. Mais ces 76 personnes sont assez muettes. Non, ces personnes... On ne les entend pas. On ne devrait pas les entendre, parce que ces personnes ne sont pas là pour mener une campagne. Ces personnes sont là pour être consultées, pour être visitées. Mais parfois aussi, quand on a regardé les élections ailleurs, on a parfois, quelques jours, quand même eu des positions concernant... En réalité, le leader politique, ce n'est pas lui qui mène la campagne. Il y a des moments où il vient parler, il retourne, et dans son QG, il y a des gens qui sont responsabilisés pour mener la campagne. Et aujourd'hui, nous constatons que avec les élections à la FECAFOOT, on rentre progressivement dans ce genre de campagne. Et vous avez constaté ces jours-ci, on a parlé de l'initiative du président de SINAFOC, Soren Jitap, qui a essayé de rapprocher quelques candidats, notamment Mabouan-Kessak, Jude Onana et Samuel Eto'o-Fils, pour soutenir une candidature, même si par ailleurs, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, qu'est-ce qui n'est pas tout à fait ça? Bon, il y a des candidats, notamment Jude Onana, qui pensent que pour lui, il a un projet à soutenir et qu'il va le soutenir jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il ne va pas retirer sa candidature. Voilà un exemple. Donc ça va en contradiction avec ce qu'a annoncé le président du SINAFOC. Ça dépend de à quel moment le président du SINAFOC s'est prononcé par rapport à Jude Onana. Toujours est-il que aux dernières nouvelles, Jude Onana continue à soutenir un projet et non à soutenir un candidat. Ça, c'est, je peux vous le rassurer. Son projet en fait. Son projet en fait. Ouais. Et je pense que quand ce que j'avais proposé au départ, c'était que quand les candidats sont connus, il faut passer à une phase de consensus. Mais aujourd'hui, où tout le monde a décidé de se lancer au jeu, on va voir qui a le meilleur programme pour pouvoir. Et jusqu'ici, je pense même que programme en tant que tel, c'est des professions de foi. Parce que le programme, en ce moment,
je ne vois pas encore, je n'ai pas encore lu un programme en tant que tel. Le programme suppose quoi? Un échéancier, ça suppose des données chiffrées, où est-ce qu'on va trouver de l'argent, etc. Voilà. Et à quel moment on va faire telle chose, à quel moment on ne va pas faire. Bon, jusqu'ici je n'ai pas vu, mais je constate qu'il y a beaucoup plus de professions de foi, et des professions de foi qui sont tout aussi intéressantes, parce qu'on parle de la restructuration, de la professionnalisation. Ça, c'est ce qui revient dans toutes les professions. Donc, pour revenir donc à ce que vous avez posé comme question, l'ambiance aujourd'hui, c'est vraiment une ambiance de grande joute électorale. Et je pense, pour ma part, que le bon candidat, tel que je regarde le bon candidat, c'est celui-là qui a une expérience de ce milieu. Parce que la FECAFOOT est un véritable labyrinthe. Si vous n'aviez pas été à l'intérieur de cette maison, il vous sera difficile de la contourner. Et souvenez-vous, l'histoire récente démontre que quand bien même les gens ont reçu des enveloppes, ils sont capables dans l'isoloir de vous méconnaître. On a connu, je crois, je me rappelle plus l'année, l'élection où M. Loga, de regretter mémoire, avait gagné dans le littoral. Il me souvient qu'à l'hôtel de Méridien, il y avait des gens qui avaient été consultés et qui avaient reçu des enveloppes, qui à la fin n'avaient pas voté pour le candidat pour lequel ils avaient reçu l'enveloppe. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Cette rumeur, on les avait suivis pour récupérer, ils les avaient remboursés. Non, quand vous parlez de est-ce que les enveloppes sont vraies, je suis personnellement un témoin parce que j'ai été électeur plusieurs fois à la FECAFOOT et dans d'autres fédérations. J'ai été plusieurs fois approché, mais je n'ai jamais pris. Vous allez demander à tous les candidats qui sont passés à la FECAFOOT jusqu'en 96, moi je n'ai jamais pris. Mais nous avons eu un cas en 96. On donne vraiment les enveloppes. On donne les enveloppes, ça il ne faut pas mentir. Il y a des gens qui en ont reçu, mais non. Quelqu'un plus sympa, on ne s'y décharge pas quelque part, on ne vous dira pas qu'on a reçu, on va tout dire on n'a pas reçu, mais toujours est-il dit que les enveloppes circulent. Puisque je suis un acteur, j'ai été consulté, j'ai été contacté, et j'ai dit non. Donc il faudrait dire la vérité à ceux qui nous regardent, qu'ils sachent que ça ne se fait pas aussi, voilà. Et pourquoi vous aviez dit non? J'ai dit non parce que, oui, vous savez, à la base, c'est une question d'éducation. Voilà. De deux. C'est des gens avec lesquels vous avez vécu. Je connais dans ce pays beaucoup de personnalités qui m'ont tenu la main, qui disaient toujours, il faut se contenter du peu qu'on a, éviter de placer votre veste là où vous serez incapable de la décrocher. Et quand vous commencez à voir grand avec des petits moyens, vous finirez toujours par vous retrouver dans de mauvaises assiettes. Donc, l'éducation que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir éviter d'aller se faire, disons que la vie facile. Ouais. Il faut éviter la vie facile. Quand vous commencez déjà par la vie facile, il vous sera trop facile également de buter et de passer à côté. Et quand vous faites ça, votre honneur est mis en jeu. Votre honneur est mis en jeu et l'honneur n'a pas de prix. L'honneur n'a pas de prix. Voilà. Alors, peut-être avant la réaction de Georges, Timothée Makongo, Fernand qui estime qu'il faut... c'est vrai, peut-être avant, Fernand, vous avez peut-être fait des précisions par rapport à ce qu'on a estimé tout à l'heure, notamment Emmanuel Mabouan-Kessa, que Seydou Bombon-Djoya est salarié à la fédération. Bon, ça, je n'ai pas d'éléments pour affirmer ce qu'a dit Mabouan-Kessa. Toujours est-il dit que s'il a eu gain de cause au niveau de la chambre de conciliation et d'arbitrage, ça versé qu'il a versé au dossier des preuves qui attestent que le président, sans être salarié, touche quand même quelque chose des indemnités à la Fédération camerounaise de football. Mais toujours est-il dit que, comme disait Serge Fouam, une décision comme celle-là, c'est pas pour le moment que ça va prospérer. L'élection rentre dans le cadre d'un chronogramme validé par les instances internationales de football et appuyé par l'État du Cameroun. Vous vous souvenez qu'en février, le ministre de l'administration territoriale avait demandé au gouverneur de région et au préfet qu'en dehors de M. Seydou Bombon-Djoya, il n'était pas question que quelqu'un s'y mixe dans les affaires de la FECAFOOT. Aujourd'hui, nous avons des électeurs, nous avons des candidats. Je souhaiterais également que le fair play domine et que le meilleur gagne. Non, vous ne militez plus pour le report de ces élections après la CAN? Non, là maintenant je ne milite plus pour le report dans la mesure où nous sommes déjà arrivés
à une phase où le report n'est plus possible. C'est dans quelques jours, c'est le 11 décembre, donc ce n'est pas maintenant qu'on peut reporter les élections. Donc il faut subir. J'avais eu, il y a de cela 2 mois, je proposais qu'on reporte les élections pour se concentrer à l'essentiel qui était les préparatifs de la CAN 2021. Également, cette CAN aussi, ça va dans tous les sens aussi. Bon. On va en parler dans un instant, Timothée. Une analyse globale aussi du contexte actuel. Hein. Le contexte, moi, il me par rapport aux élections précédentes, il faut dire que là, nous entrons vraiment dans un réel débat d'élection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui sont faussées, sauvagement faussées à l'avance. Parce qu'à l'avance, il y avait des combines qui étaient faites avant, ils faisaient des combines dans les coulisses. Il y avait des choses. Là, ça ressemble vraiment à une véritable bataille élective qui va se faire. Bon, maintenant, c'est ce que Babouan a dit. Il ne faut pas non plus perdre de vue que déjà le choix de Moumou Djoya sur le plan des tests, le test que nous avons toujours connu depuis une vingtaine d'années, ça a déjà été, la FIFA a fait une violation, ils nous ont un peu matraqués, ils nous ont donné un coup de poing sur le flanc en disant taisez-vous, voilà ce que vous allez faire. Ils nous ont imposé Moumou Djoya qui avait légalement été suspendu. Donc ça c'est déjà un coup bas que la FIFA a fait au Cameroun et qui est un mauvais exemple déjà. Bon maintenant, sur la plainte de Babouan Kessak, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que les avantages qu'un président a tout au long du mois dans l'Africa Foot, entre les missions, les frais d'émission, les trucs obligatoires, ça a une valeur. C'est un problème de jeu, c'est un sémantique, c'est un jeu de mots, c'est une valeur de salaire. Parce que quand on regarde le calcul détaillé de ces trucs, il s'attire autour de 3,5 millions par mois, une moyenne de plus de 3,5 millions par mois. Je dis, c'est un salaire. Donc il devient juge et parti dans cette réalité d'élection-là. Donc je dis, c'est des choses dont il faut tenir compte et je pense que si la CCA a pu prendre une telle décision, c'est au vu d'un certain nombre d'éléments juridiques qui ont pu les convaincre. Maintenant, pour ce qui concerne certains choix, même quand on parle de Sunafort qui est venu pour soutenir les candidats des footballeurs, pour que les footballeurs puissent se mettre d'accord entre eux. Même la réalité Sunafort déjà est une réalité qui est fausse, qu'elle a un peu triché parce qu'elle ne devait même pas là, elle n'a jamais été officiellement, de manière officielle, elle n'a pas pu faire honorer une demande à manifestation pour être seul corps de métier à l'Africa Foot. C'était suite à un consensus qui n'a jamais été réparé. Qu'on a pris le Sénafor, qu'on a fait passer le Sénafor. Je connais très bien l'histoire, très parfaitement l'histoire, puisque j'étais secrétaire général pendant plus de 10 ans de l'AFC, puis j'ai amené un peu le Sénafor, avec Maïbi, j'ai un peu écrit les tests, mais je vous dis que c'est une violation qui a été faite, et ils n'ont jamais réparé cette violation qui avait été promise. Donc c'est un consensus qui avait été consensus, dans le grand mot consensus, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de malsain dans cet accord-là, qui avait fait qu'on a pris le Sénafor. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec l'existence. Si nous acceptons cette existence comme une existence égale, si nous l'acceptons, alors il faudrait que les choses soient tout à fait régularisées, bien régularisées. Le SNAFOC, jusqu'à présent, n'a pas encore été officiellement admis par l'Africa Foot, mais on les a inclus dans toutes les démarches du fonctionnement du football, comme s'ils faisaient partie entière de l'Africa Foot, mais n'ont jamais été exactement comme quelqu'un qui devient professeur de mathématiques, qui est très bon en mathématiques, qui est très bon en trucs, mais qu'on met à l'intérieur d'un corps de professeurs à l'université, alors qu'il n'est pas professeur d'université. Donc c'est un peu un problème de complexe, c'est un jeu. Mais je ne remets pas en cause la capacité du SNAFOC, et surtout que j'aime bien son président, Njitap, qui est président, qui veut conduit ces choses avec beaucoup de toiture et beaucoup de trucs. Mais j'ai dit, il ne faut pas non plus trop cliché pour vous donner l'impression que les Camerounais, mais j'aime ce processus tel qu'il a su passer. Si les candidats, pour nous, c'était que les choses se posaient là maintenant à 3 jours, c'est à 3 jours des élections. J'ai dit, c'est plutôt une ambiance assez propre. Et c'est vrai que la seule chose qui me fait mal au cœur, c'est de penser, parce que ce que mon frère Ferdinand a dit tout à l'heure est tout à fait justifié. Fernand, excuse-moi, Fernand a dit tout à fait justifié. Il y a toujours eu des enveloppes.
C'est une pratique. Moi, je l'ai vécu en direct à l'époque de Nana Vincent, qui a battu Bell parce que Bell ne croyait pas aux enveloppes. Il n'a pas su. Ah bon? Oui, il n'a pas cru aux enveloppes. Il voulait une certaine intégrité. Et comme disait Fernand tout à l'heure, il pensait que les choses. Hein? Nous avons voté Bell et nous avons échoué. Et je suis grandement, mentalement fort pour ça. Donc, c'est pour dire qu'en fait, les enveloppes ont toujours existé. Mais j'en appelle. Tout à l'heure, tout le monde sait que le collège électoral est très petit. 76 personnes, c'est pas si grand que ça. Mais j'en appelle uniquement à leur conscience. S'ils ont un peu de nationalisme, un peu de patriotisme pour ces pays qui pensent que nous devons absolument avoir quelque chose de nouveau pour essayer. Parce que pour moi, les gestionnaires antérieurs nous ont plongé dans c'est un véritable échec. Il faudrait essayer autre chose. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Prenez conscience de ce que le football camerounais doit s'orienter vers quelque chose de nouveau. Les anciens gestionnaires ont échoué. Il n'y a rien à dire. Bon, je ne vais pas donner les noms pour ne pas blesser les candidats qui sont en place, mais j'ai dit que les anciens gestionnaires ont échoué et ils nous ont plongé dans quelque chose de malsain. Maintenant, donnons la chance à une autre structure qui a des possibilités, qui vient avec une mesure nouvelle, avec une vision nouvelle peut-être, mais avec une détermination qui est certainement nouvelle. Parce que là, il s'agit d'un défi qu'il faudra relever. Bon, moi, je crois donc qu'il faut absolument sensibiliser. Moi c'est ce que j'ai fait maintenant, je sensibilise surtout les électeurs, le corps électoral, qui eux, en leur âme et conscience, au-delà des capacités d'enveloppe, encore que même tous les corps là-dedans ont des capacités extraordinaires d'enveloppe, donc ce serait pas... Ce sera difficile. Donc voilà. Georges, oui, rapidement, et puis Georges. Je voudrais dire que je suis content de savoir que le SYNAFOC navigue pas dans les bonnes règles. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que c'est de son fait et je ne veux pas de lui tout seul, de l'exécutif de SYNAFOC de l'époque, parce qu'ils étaient plongés dans une phase d'incompréhension, ça les a distraits au point où ils ont oublié de passer à l'essentiel. Donc, et je dis encore également, ce que nous devons faire, le professeur Kungondo l'a dit, et j'ai discuté avec lui à son bureau à Ngandéré, il faudrait que les Camerounais se parlent. Il faudrait qu'on se parle. Si on veut sauver ce football, il faudrait qu'on se parle. Georges Rim, alors on est à 3 jours des élections. La bataille électorale est assez rude. C'est vrai qu'on parle, on a évoqué les enveloppes ici, mais est-ce que, d'après vous, ce ne devrait pas être des programmes, des réelles propositions des candidats qui puissent être l'élément déclencheur auprès des 76 délégués? Parce qu'il s'agit quand même de 76 personnes appelées à élire le président de la Fédération camerounaise de football samedi. Quand on parle d'enveloppe, il s'agit, il faut le dire, d'achat de conscience. Et c'est malheureux que des gens aillent à une élection avec des consciences achetées. Ça veut dire que vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de dignité, si on peut vous acheter votre conscience. Quand on va à une élection, le choix qu'on porte sur X ou Y devrait être conditionné, autant pour moi, uniquement sur la base du programme ou du projet que les uns et les autres vous présentent. Voilà. Et c'est ce qui devrait justifier que vous ayez finalement accordé à tel ou tel autre candidat votre voix. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de se laisser soudoyer pour se décider à accompagner un projet. A priori, c'est une pratique presque... Oui, il faut le regretter. Il faut le regretter parce que malheureusement, c'est au plus offrant qu'on serait tenté d'accorder ses voix, même si ce plus offrant n'a rien de concret à vous proposer. Donc il y a ça, il y a un problème d'enveloppe, mais il y a aussi des pressions et des intimidations qu'on exerce sur les électeurs. Ça également, ça fausse le jeu électoral. Parce que autant on serait enclin à élire celui-là qui vous a bourré les poches, autant on serait enclin à élire celui-là qui aura exercé le plus de pression psychologique sur vous, en vous faisant un certain chantage. Et je dis, ce n'est pas bénéfique pour la société parce que malheureusement, on passera à côté de l'essentiel. On passera à côté des choses qui permettront à la société tout entière. Parce que il faut se dire une chose. Le programme qu'on
veut mettre sur pied ne bénéficie pas qu'à son promoteur, ne bénéficie pas qu'à une clique de personnes. Il bénéficie à la majorité. À la majorité. Quand on parle de développer le football camerounais, ce n'est pas le football de Samuel Eto'o, ce n'est pas le football de Seydou Mondia, ce n'est pas le football de Jules Denis Nana et que sais-je encore. Ce n'est pas le football des 76 délégués, c'est le football du Cameroun. Et mieux ce football se porte, plus tout le monde est content. Et tout le monde, il faut donc comprendre que c'est les 76 délégués, c'est les candidats vainqueurs comme vaincus, c'est les clubs, c'est les présidents de clubs, c'est les joueurs, c'est les corps de métier, c'est tout le monde. Et il faudrait que les gens aient cela à l'esprit pour que le moment venu, que ce soit le meilleur programme, le meilleur projet qui conditionne le choix des électeurs, et plutôt que les enveloppes ou bien les pressions diverses que les uns et les autres auront subies. Et Fernand qui estime que le bon candidat devrait être celui-là qui a l'expérience de ce milieu en interne. L'expérience n'est pas forcément la garantie de ce qu'on a la compétence nécessaire pour diriger. Pour preuve, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, on ne me dira pas que c'est les nouveaux de la scène. Ils sont dans la gestion du football camerounais depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est les mêmes qui ont été avec les Vincent Onana, les Maha Daher, les Tombi, les Ia, les ceci, les cela. Sauf à me prouver le contraire, notre football ne se porte pas très bien. Bien au contraire. Il est allé décadent depuis un certain nombre, il est décadent autant pour moi, depuis un certain nombre d'années, au point où certains même disent qu'il est à l'agonie, s'il n'est déjà pas mort, s'il n'est déjà même pas enterré, il est tout au moins à l'agonie. La preuve, tous les candidats vont vous parler de reconstruction. Mais si on peut parler de reconstruction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a quand même été bâti, mais que les uns et les autres ont contribué à détruire, et qu'ils veulent donc reconstruire, qu'ils veulent rebâtir. Or, c'est le fait de qui? C'est le fait de ceux qui sont aux affaires et qui ont été avec ceux-là qui ont contribué à détruire ce football. Donc, ils sont comptables de la situation dans laquelle notre football se trouve. En termes d'expérience, on ne va pas leur refuser cela. Ils y sont depuis 15-20 ans. C'est de l'expérience accumulée. Mais est-ce que, pour autant, on pourrait dire qu'ils ont été compétents? Quand on a échoué, on n'est pas compétent. Du moins, l'enseignant le petit enseignant que je suis, c'est comme ça que nous évaluons nos enfants. Quand on a échoué, c'est qu'on n'a pas été compétent. Il y a des compétences, d'ailleurs, du reste, si vous voulez, qu'on n'a pas, acquises. Voilà. Donc, c'est ça la question. Donc, on peut avoir été dans un environnement, dans un milieu, pendant longtemps, mais si ça n'a pas marché, la sentence, c'est qu'on n'est pas compétent. Alors, donc, l'expérience n'est pas forcément gage de compétence. Ça peut l'être. Mais ça se juge sur les résultats acquis. Vous comprenez? On peut être dans la classe de cours moyenne pendant 10 ans. On peut être dans la classe de cours moyenne pendant 10 ans. Mais si tous les 10 années, on a passé le temps à échouer le concours d'entrée en 6e et le certificat d'études primaires et élémentaires, est-ce qu'on est compétent? On n'est pas compétent. Fernand, peut-être une réaction rapide là-dessus. Oui, la réaction est simple. Quand je parle de la compétence, il y en a toujours. Comme a dit l'expérience du milieu, comme a dit le grand frère Timothée Makongo tout à l'heure, on a de bons tests. Et si on a fait de bons tests, ça veut dire qu'on a des compétences pour rédiger de bons tests, pour penser rédiger de bons tests. Quand je parle d'expérience, ça veut dire que dans ce milieu, si vous n'avez pas vécu ce milieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je vais prendre un exemple. Vous savez, vous avez entendu parler de la Ladina Fouté. Oui. La Ladina Fouté. À la Ladina Fouté, le président, c'était M. Pierre Semengue. Avant ça, il n'était pas responsabilisé dans les affaires d'Africa Foot. Il n'était que président de club. Mais est-ce que pour autant, M. Semengue avait réussi? Non. Pourquoi? Parce que les responsables du ministère de tutelle de la Jeunesse et des Sports avaient estimé à l'époque que c'était leur chose, c'était leur affaire et qu'on l'avait arraché. Et l'appui technique qu'il devait apporter à M. Semengue, il ne l'avait pas fait. Et du coup, la Nafouté a échoué. Donc c'est pour dire que même si quelqu'un d'autre arrive aujourd'hui,
Sans cet appui technique, sans l'expérience de ceux qui étaient déjà là, ils vont échouer. Vous avez constaté que très souvent, certaines décisions, parce que la FECAFOOT est différente de beaucoup de fédérations. Enfin, permets une petite parenthèse. Ce que tu dis est très vrai. Mais c'est davantage confirmer ce que nous disons. Ceux-là qui ont l'expérience et bénéficient de l'appui technique dont tu parles, quel est le résultat à la fin? Il est catastrophique, il est désastreux. Donc, je persiste, je signe en disant qu'on peut avoir l'expérience nécessaire, on peut m'avoir tous les appuis techniques et tout ce que vous voulez, que vous sollicitez, mais que vous ne sachiez pas en faire bon usage. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas compétent. Et quand on n'est pas compétent, on dégage. D'accord. On va permettre à Fernand de poursuivre son raisonnement. Georges rime. Moi, je ris parce que ce qui me désole, c'est que nous fonctionnons comme si nous n'avons pas d'intérêt dans cette affaire. Je prends le cas du président Sédou. Aujourd'hui, les gens, j'écoute un langage où on dit candidat à sa propre succession. Et je dis toujours, il n'est pas candidat à sa propre succession. D'autant plus que si on dit qu'il est candidat à sa propre succession, ça veut dire que les élections de 2018 n'ont jamais été annulées. Voilà. Ça fait partie, ce langage que je tiens, ça fait partie de cette expérience. Tout à fait. Si je n'avais pas l'expérience de ce milieu pour comprendre ce langage, je ne serais... Donc, quelqu'un, un néophyte qui arrive aujourd'hui aux affaires, s'il n'est pas entouré de ces gens qui ont de l'expérience, il va échouer. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Néafoté. Pour dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça justement que je disais, quand j'ai lu la profession de foi de Samuel Eto'o, j'ai dit, mais ça c'est quelque chose de très intéressant. Mais comment est-ce que Samuel Eto'o va pouvoir implémenter ça à la FECAFOOT s'il n'est pas présent de la FECAFOOT? Ça va être difficile. Et quand bien même il est présent de la FECAFOOT, est-ce que c'est évident que ce sera validé? Parce que vous allez, j'ai pris l'exemple tout à l'heure quand je parlais de nombreuses fédérations. La FECAFOOT est une fédération vraiment à part. On dit souvent qu'il n'y a pas de sport mineur au Cameroun, mais j'avoue que le football est le sport majeur. Et la gestion du football pose beaucoup de problèmes. Je vais vous donner des exemples. Quand les Lions indomptables du football jouent, vous constatez que l'encadrement est particulier par rapport aux autres fédérations. Voilà l'équipe nationale de handball qui vient de partir là, ce n'est pas le même encadrement avec les Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Dans des conditions de préparation assez... Et vous allez souvent constater également que l'État se retrouve très souvent très impliqué dans la gestion du football. C'est vrai. Ça veut dire que le football, comme nous avons toujours dit, c'est l'opium du peuple. Il ne faut pas toucher à ce football-là n'importe comment. Tout à fait. Donc il faudrait des personnes très expérimentées, des personnes impliquées dans le système pour pouvoir gérer la FECAFOOT. Je préfère encore cela, c'est-à-dire impliqué dans le système, mais pas forcément expérimenté. Parce que, je l'ai dit, l'expérience n'est pas gage de compétence. Non, maintenant, si le système veut absolument, parce qu'il a tout intérêt à contrôler ce football-là, et tu as posé la question de savoir pourquoi, mais la raison est simple. Le football génère plus que les autres disciplines. C'était ça ma prochaine question. Comment expliquer cette bataille autour du si tu veux, on anticipe. On anticipe sur la question. Donc, je vais chuter. Parce que j'ai arraché la parole au grand frère et je vais la lui remettre pour équilibrer. Donc, je disais, si le système... Tant il est vrai qu'il veut absolument contrôler le football au Cameroun, et la raison elle est simple, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football. Je ne suis pas sûr que la Fédération internationale de basketball, la FIBA, la Fédération internationale de basketball association, reverse à la Fédération camerounaise de basketball autant d'argent que la FIFA le fait avec la FECAFOOT. Je ne suis pas sûr que les autres fédérations, même le CIO, le Comité international olympique, ne reverse pas autant d'argent au Comité national olympique et sportif camerounais que la FIFA ne le fait à la FECAFOOT. Donc il est normal, et je comprends, que le pouvoir politique, il faut le dire ainsi, veuille avoir une certaine mainmise au sein de la FECAFOOT, et donc forcément y voir des personnes qui sont acquises à leur cause, c'est-à-dire des personnes qu'on peut manipuler, qu'on peut contrôler. Ça, c'est normal.
Mais je dis, j'insiste que ce ne sera pas parce que ces personnes sont forcément compétentes. Non. Le système voudra les voir rester. Le système. Non, attends, je vais vraiment, il faut le mettre de côté. C'est pour d'autres raisons que certaines personnes, on veut voir certaines personnes. Je voulais expliquer un peu ce que moi j'ai cru bien comprendre de Fernand. Et c'est tout à fait, ce qu'il dit est tout à fait très très pertinent. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans un milieu, dans une équipe, hein, des gens qui sont des machines à penser, qui ont une compétence à penser, à concevoir et à voir venir des choses de loin dans toutes les directions, mais qui peuvent aussi être comme des espèces de prostituées qu'on utilise en fonction de la ligne. Tout à l'heure, nous parlions des lignes de certaines télévisions. Il faudrait dire à ces élèves qui vous disent attention, parlez des signes, ne vous éloignez pas des salles, ne vous éloignez pas, restez dans la ligne de notre. Dans la ligne éditoriale. Dans la ligne éditoriale de notre. Et même quand on parle de cette classe d'hommes, ceux qui sont dans les coulisses, qui font les choses en pensée, qui font les choses en réflexion, qui travaillent en profondeur dans les coulisses et qui connaissent bien les rouages des démarrages de toute situation, ces hommes-là c'est une espèce rare. Mais les ISF, c'est ça qu'il appelle les hommes d'une certaine expérience. Ce n'est pas l'expérience, je sais gérer, je sais être un gestionnaire. C'est une expérience d'un certain nombre de faits. Faits sportifs, on vous juge sur le résultat, grand frère. On vous juge sur le résultat. Et c'est le résultat qui vous confère la qualité de compétence. C'est de ça qu'il est question. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Pour la compétence, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est de la compétence. Mais je suis en train de t'expliquer que quand tu veux prendre les rênes du pouvoir d'une réalité qui est nouvelle pour toi, hein, tu veux prendre les rênes et il te faut là-dedans des hommes qui connaissent les arrières, les avants, les contours hein, de ce système, de cette réalité. Et la connaissance de cette réalité te donne des bases d'analyse, des bases de données, une base de données qui te permet d'évoluer vers le succès. Hein? On n'évolue pas sur le succès, on trouve quelque chose vierge, on dit nous pouvons y arriver. Il faut comprendre bien que c'est il est clair que ce soit Samuel Eto'o-Fils, que ce soit Jules Denis Odana, j'exclus Seydou Mbondia, pas pour dire qu'il ne peut pas gagner, parce qu'il y est déjà. Donc, on va dire il y est avec son équipe. Mais je dis, imaginons le scénario où ce soit quelqu'un d'autre qui soit élu le 11 décembre. Vous n'imaginez pas qu'il va arriver à l'Africa Foot, il va balayer tout le monde du revers de la main. Il y a une administration qui est sur place. Alors, il va faire, ce dernier fera avec le personnel qu'il va trouver sur place, même si il aura son comité exécutif qu'il va constituer, mais il y a un personnel administratif qui est là permanemment, avec lequel il va travailler. Cela peut être compétent et il va faire avec. C'est ça qu'il est question. L'intervention de RIM m'amène à revisiter le passé de cette fédération. Quand vous regardez la profession de foi de tous les candidats, vous pensez qu'il y a un élément réellement nouveau? On parle de la formation à la base. La formation à la base au Cameroun remonte à 1972, au lendemain de l'échec à la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Quand M. Félix Tony Mbok arrive, il impose à toutes les équipes de première division de créer des équipes juniors. Enfin, je vous ai bien compris. Voilà. C'est peut-être vous qui pensez que je vous ai pas compris. Lorsqu'on parle de professionnalisme, en 1985, M. de regretter mémoire... Non, Njikam. Jean Braza, Passia, Njikam Simon et Njikam Jean Braza, tous les deux ont été à la tête de la Fédération camerounaise de football. Lui, il était avec les championnats corpo et vétérans. On avait pensé à l'époque au semi-professionnalisme. Et M. Ndjoleya arrive, je crois en 86, avec un projet qui est resté les ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et en plus, on a pensé au financement à travers les équipes qui étaient dans les championnats corpo. Donc, malheureusement, les dirigeants de l'Africa Foot à l'époque, et c'est là où c'était malheureux, à l'époque, les chefs des top management des entreprises engagées au championnat corpo étaient vraiment déterminés à rentrer dans le football civil. Malheureusement, à l'époque, on portait des noms top, il y avait des tops sur les maillots, on demandait à ces sociétés de payer des droits à la fédération. Ces sociétés sont découragées et se sont retirées, et c'est là où c'est tombé. C'est pour dire qu'aujourd'hui, et c'est là où j'ai dit encore que l'expérience, vous qui arrivez aujourd'hui, vous n'avez pas de connaissances sur ce passé. Donc il n'y a rien de nouveau réellement aujourd'hui. Le professionnalisme, on aurait dû le faire au milieu des années 80. Donc, on était en avance, il y avait des visionnaires, il y avait des gens qui voyaient très loin. Comme il a dit, il y a des gens qui sont
dans les coulisses qui travaillent, qui voient loin. Et le président n'est que porteur de projet. Et puis, il donne l'impulsion et ça marche. Mais je dis qu'aujourd'hui, il faudrait, je reviens encore sur ce que disait le professeur Kouvando, il faudrait qu'on se parle. Tous les candidats ont de bons programmes. Tous ont de bons programmes. Mais il faudrait qu'on essaie de voir comment, ensemble, on peut moudre tout ça. Et, comme tu as dit, tu as parlé que nous sommes agonisants. Mais je crois même que c'est grave. Vous voyez une équipe un pays qui était 10e mondial il y a quelques années, qui passe de 54e à 50e, on parle d'amélioration. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous avons des ressources humaines, nous avons tout ce qu'il faut pour relancer ce football. Nous avons tout ce qu'il faut. Il y a des hommes qui... Je reviens encore sur Samuel Eto'o. Je pense même que Samuel, à mon avis, ça c'est un avis personnel, il vaut mieux qu'un président de la fédération. Parce que les statuts de la FECAFOOT, les statuts de la CAF, les statuts de la FIFA vont le limiter dans ce que je vois à travers cet enfant. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que Samuel Eto'o aujourd'hui, vous savez, je veux prendre l'aura de Samuel Eto'o et au-delà de la Fédération camerounaise de football. Il faut voir Samuel au-delà de l'Afrique. Il faut le voir au-delà du monde. Nous avons besoin, je prends un exemple sur le plan économique. Nous avons des soucis de devises en Afrique centrale. Samuel Eto'o peut porter ce projet et être un élément important pour résoudre ce problème. Nous avons des problèmes dans de nombreuses fédérations, dans beaucoup de secteurs d'activité. Samuel Eto'o peut nous ramener dans ce pays beaucoup d'acteurs économiques. Je dis, il y a beaucoup de choses, Nous avons des stades, on vient de construire des stades, il y a des gens qui disent, quand on aura fini, ça va servir à quoi? Alors qu'il y a des pays étrangers qui jouent déjà au Cameroun. Samuel Eto'o peut aller nous chercher des gens pour rentabiliser ces stades. Samuel Eto'o, il vaut mieux que le président de la Fédération de la Cameroun de football. Si j'avais un conseil à lui donner, le jour où il avait déposé sa candidature, j'allais lui dire, mon fils, laisse tomber cette histoire, regarde ailleurs. Merci, c'est votre point de vue, vous l'avez dit. Alors, peut-être pour sortir de ce sujet et parler de la CAN, Timothée Makongo, est-ce que, au vu un peu de tout ce qui se passe, au vu du contexte actuel, on pourrait dire que cette année, la fédération, alors on va avoir des élections crédibles et équitables au niveau de la FECAFOOT? Je pense que ces élections sont effectivement crédibles et même équitables, pourquoi pas. C'est que je dois saluer un peu le courage de tous les Camerounais en leur capacité d'être patients et d'espérer, leur capacité d'espérance. Parce qu'en réalité, comme Georges a dit tout à l'heure, nous sommes dans une réalité agonisante. Nous sombrons vers quelque chose d'inquiétant. Mais les Camerounais croient encore en ce football. Et je pense que nous allons vers des élections qui, à la fin, on va se dire pourquoi on s'inquiétait, pourquoi pas. Essayons, jetons-nous de nouveau dans la bataille. Moi, c'est ce côté que j'admire chez les Camerounais, cette capacité d'espérance, de penser que nous pouvons y arriver. Ils croient à leur football, malgré les critiques, malgré les insultes, malgré les mauvaises paroles, ils y croient encore. Et ça, c'est très beau pour les hommes d'un pays. Ouais, on va attendre samedi pour être fixé, pour savoir qui sera dans le nouveau président élu au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il y a les candidats qui sont là, c'est Bombon Joya, Samuel Eto'o, Zachary Wanja, le docteur Jean Crépin Yancy, Jules Denis Onana, Emmanuel Mabouankessa qui s'est rallié à la candidature de Samuel Eto'o. Donc on verra bien qui sera donc le nouveau président. Et forcément, la semaine qui suit, on reviendra ici débattre de cette élection qui crée un véritable engouement populaire. Comme on l'a relevé en début de la seconde partie. Il faut dire merci à Samuel Eto'o. C'est la grosse star. Oui, il faut reconnaître que Samuel Eto'o a impulsé. Ça, c'est du nouveau. Oui, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. On l'avait vu aussi à Etorba, du côté de la Côte d'Ivoire, quand il s'est présenté. Rien que le dépôt des candidatures, c'était tout un événement. C'est incroyable. Oui. Voilà, on va donc attendre samedi pour revoir. Pour la suite de l'émission,
l'émission s'intéresse aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Cameroun 2021, qui démarre le 9 janvier prochain, ici même. Le trophée de la compétition est déjà là. Avec Olivier Bouziqueux, on va peut-être faire le point rapidement sur cette présence-là du trophée de la CAN au Cameroun. Voici le trophée officiel de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est accueilli par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, pour Narcisse Moelle-Kombi. Cette présentation officielle du trophée est le début d'une fête sportive qui augure de grands moments de football sur le sol camerounais. Il s'agit d'un objet précieux et prestigieux, qui lui-même est accolé à l'instance fêtière la plus importante dans le domaine du sport du continent africain. Voici le trophée officiel de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est accueilli par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, pour Narcisse Moelle-Kombi. Cette présentation officielle du trophée est le début d'une fête sportive qui augure de grands moments de football sur le sol camerounais. Il s'agit d'un objet précieux et prestigieux, qui lui-même est accolé à l'instance fêtière la plus importante dans le domaine du sport du continent africain, la CAF, et qui elle-même a pour principal sponsor titre Total Énergie. Ce qui explique la présence avec nous, parmi nous, de monsieur le directeur fédéral de Total Énergie, qui va permettre à ce trophée, avec ses équipes, de visiter, il l'a dit tout à l'heure, les 6 sites de la compétition. Ainsi, la caravane baptisée Trophy Tour se déploiera dans les prochains jours sur les sites de Douala, Limbe Boya, Garoua, Bafoussam, Yaoundé Fandena et Yaoundé Olembe. Mais avant cette tournée, le trophée a été présenté au Premier ministre, chef du gouvernement, ce jour à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Ça va dans tous les sens. Délocalisation de la CAN, le Cameroun ne sera pas prêt. Aucun pays africain ne sera prêt, même si on donne 4 mois encore, etc. Donc mieux vaut aller jouer la CAN au Qatar. Écoute, Lydie, et je vais une fois de plus surprendre les gens parce que dans certaines de mes sorties, les gens ont l'impression que je suis pessimiste de ce que la CAN se jouera au Cameroun. Non, je tiens encore à rassurer ceux qui le croient que moi, Georges Rim, je suis intimement convaincu, persuadé et même rassuré de ce que la CAN va se jouer au Cameroun. Il y a des signaux qui ne mentent pas. Il y a eu l'accord cadre, il y a eu aujourd'hui l'arrivée du trophée, et bien avant, certes il y a eu un glissement, mais après on a trouvé un terrain d'entente avec la CAF pour que finalement ce soit en 2021, même comme ça se jouera en 2022. Donc, rien que sur la base de ces 3 éléments, je ne vois pas par quel miracle la CAF pourrait être amenée à délocaliser la CAN du Cameroun pour le Qatar, comme ça se dit un peu partout. Encore que la CAF a tout intérêt à ne pas se risquer à emprunter ce chemin glissant parce que l'État du Cameroun pourrait engager des procès contre la CAF et des procès qui coûtera énormément cher sur le plan financier en termes de dédommagement à la CAF au bénéfice de l'État du Cameroun. Donc, il ne faut même pas perdre son temps à réfléchir de ce que la CAF pourrait... Non. Le seul problème que la CAF a avec le Cameroun, c'est Olembe. C'est le seul problème. Et même là encore, je crois que et la CAF et le Cameroun ont trouvé un terrain d'entente à la faveur de la la participation à l'Assemblée générale du comité exécutif de la CAF, d'une délégation camerounaise conduite par le SGPR. Il s'est dit certainement beaucoup de choses là-bas, qui justifient le silence de la CAF depuis un certain temps par rapport à Olembe. Parce qu'en principe, ou alors normalement, la CAF
qui avait fixé le délai du 30 pour la mise à sa disposition des infrastructures et notamment d'Olembe. Après la lettre de Mosengo, il y a eu la réponse du ministre. Quand ils sont revenus du Caire, ils ont proposé la date du 3. Ça n'a pas été exécuté. Après, on nous a dit une date ultérieure. Je ne sais pas. J'ai déjà fouillé dans le calendrier. Date ultérieure, je n'ai pas retrouvé à quoi ça correspond exactement. Ça correspond à un glissement. Bref, c'est pour dire que ceci aurait dû amener la CAF à se prononcer parce que c'est quand même inquiétant quand on vous parle de date ultérieure. On ne sait pas, on ne sait quand. Et quand on ne sait quand, ça laisse subsister un certain doute qui n'est pas de nature à rassurer tout le monde, et notamment la CAF qui, jusqu'à preuve du contraire, continue de considérer Olembe comme le site principal, c'est-à-dire celui sur lequel se joueront le match d'ouverture, les autres matchs de poule et la finale. Alors, qu'à date d'aujourd'hui, que la partie camerounaise, qui est co-contractante de cet accord cadre, n'est pas encore rassurée la CAF sur quand le site d'Olembe lui sera rétrocédé le temps de cette compétition, ça devrait inquiéter la CAF et la CAF aurait dû se prononcer. Sauf que le silence de la CAF m'amène à penser que même ce problème Olembe-là est évacué. Ils ont certainement de commun accord avec l'État du Cameroun représenté à cette Assemblée générale extraordinaire par le RGPR, accordé un certain délai supplémentaire naturellement à la partie camerounaise pour terminer ce qu'il y a à faire du côté de Lembe. Et enfin, le ministre l'a reconnu quand il dit qu'ils ont sous-estimé le temps et qu'au regard de l'immensité, voilà le terme qu'il a utilisé, l'immensité des travaux qui restent à être réalisés du côté de Lembe, ils ont donc sous-estimé le temps, ce qui les amène aujourd'hui à différer à une date ultérieure la cérémonie d'inauguration, de session officielle. Livraison de ce stade-là. Moi, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire. La CAN se jouera bel et bien au Cameroun. Et non au Qatar. Le trophée est au Cameroun, il n'est pas au Qatar. Voilà. Ce sont des éléments indicateurs forts. Fort, très fort. Voilà. Depuis même la signature de l'accord cadre entre l'État du Cameroun et la CAF, il n'y avait plus de raison de penser que la CAD puisse être délocalisée du Cameroun pour ailleurs. Ce n'est pas possible. La CAF ne peut plus se permettre de le faire parce que visiblement, en signant cet accord cadre, elle l'a signé. Vous avez souvenance que la signature de cet accord cadre a traîné, plusieurs fois annoncé, plusieurs fois reporté. Qu'on soit passé à la phase de signature de cet accord cadre témoigne à suffisance de ce que les garanties ont été données à la CAF, qui les a acceptées et a apposé sa signature au bas de cet accord cadre, comme pour dire c'est bon, nous pouvons officiellement dire que le Cameroun est prêt à organiser cette CAN. Et que le trophée aujourd'hui soit en terre camerounaise est également un des signaux forts de ce que c'est bon, c'est acté, c'est acquis. Et en plus, le président Motsepe l'a dit, ok, nous sommes prêts à 99%. Est-ce qu'il a dit 99%. C'est moi, c'est le pourcentage. Voilà. Donc 99%, les 1%, je veux bien. Voilà, c'est où? C'est Olembe. Si c'est 1% Olembe, donc ça veut dire que même Olembe, c'est bon. Ok, alors Fernand Nkam, c'est bon, c'est acté. Pas d'inquiétude, le 9 janvier, la CAN démarre au Cameroun. Réma finit par 1%. 1% c'est une valeur relative. Et 1% peut impacter sur... Non, je dis ça pour blaguer. Sinon, je n'ai jamais douté de l'effectivité de la CAN au Cameroun. Depuis le jour où la CAF était passée à 24 équipes, le président de la FECAFOOT à l'époque, c'était M. Tombiaroko Sidiki. Il était sorti
en menaçant la CAF. Pour contester. Non seulement contester, mais dédommager le Cameroun pour les investissements déjà engagés. Et après ça, il y a eu un véritable balai diplomatique jusqu'aujourd'hui. Oui. Je pense notamment à Samuel Eto'o-Fils qui amène M. Ahmad Ahmad au Palais de l'Unité. Je pense également à M. Gianni Infantino qui arrive au Palais de l'Unité. Je pense que avec tout ce balai diplomatique, rien n'était indiqué que ce soit le contraire à la fin. Donc j'étais convaincu que le Cameroun devait organiser cette CAN. Bon, le stade Olembe, à mon avis, n'est pas un élément aussi important pour pouvoir délocaliser la CAN pour le Qatar comme l'a laissé... comme a laissé courir la rumeur. Donc j'ai été toujours convaincu, j'étais toujours rassuré que la CAN, bien que ce soit passé à 24, on était prêt à pouvoir l'organiser. Alors on va justement voir si dans les villes hautes de la CAN, on est déjà aussi aux couleurs de la CAN. On s'est intéressé pour commencer à la ville de Douala, et notre reporter Oriane Donkeng est allé voir un peu ce qu'il en est au niveau du stade Japoma, dans les endroits assez forts quand même de la cité économique. On regarde tout cela dans son reportage. À quelques mètres de l'entrée du stade de Japoma, vraiment à ces jours, on se disait que les travaux devaient vraiment avancer, mais on ne voit vraiment rien. Les travaux sont aux arrêts complets. Donc on ne voit vraiment pas cet engouement là qui aura vraiment la CAN ici. Japoma est comme si c'était un bidonville. Il y a même les camions stationnent n'importe comment. On va les routes, quand on avait commencé à créer, c'est devenu maintenant les carnivaux. Vous-même, quand vous regardez la route, c'est l'état d'une route où on a organisé un événement concret dans ce pays. Franchement, pour moi, on devait d'abord laisser même les affaires de la CAN là, où on a même parlé de canne à sucre, canne de ceci. On laisse d'abord les cannes, on règle d'abord nos problèmes de nord, ouest, sud, ouest. Pour moi, c'est plus important. C'est ici qu'évoluera la poule E, qui comprend la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ils sont nombreux à n'être pas au fait de cette actualité. Vous connaissez la poule qui va jouer à Douala? Je ne connais même pas déjà la poule qui doit jouer ici à Douala. C'est seulement que le Cameroun doit jouer à Yaoundé. Et les poules ici, là, ils vont jouer ou ils vont jouer qu'avec le Congo. Moi, je ne connais pas. Cap sur un autre point de grand brassage de la population à Douala, le Carrefour de Koti. Sur le trajet, aucune affiche, banderole ou une quelconque illustration renvoyant à la CAN. Nous sommes donc au Carrefour de Koti. Les populations vont tranquillement à leurs occupations. Ici, le constat est le même, pas de CAN en images. Au sujet du volet marketing, ici, les avis sont partagés. Pas encore prêt, selon moi. Il y a encore beaucoup trop de choses à faire. C'est-à-dire les routes ne sont pas souvent bouchumées. La population n'est pas encore souvent prête pour accueillir un événement comme celui-là. De mon côté, je pense que la discipline n'y est pas encore, mais nous sommes en voie d'arriver. Nous ne pouvons pas cracher sur les efforts qui ont été faits jusqu'aujourd'hui. Donc les efforts sont louables et appréciables. Nous devons d'abord même nous encourager nous-mêmes. Donc je pense que nous pourrions y arriver. Après Douala 3e, rendons-nous dans le 1er arrondissement. Le rond-point d'Edo et sa statue mythique n'arborent pas encore les habits de la fête du football africain. Le Cameroun abrite dès le 9 janvier prochain sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, 50 ans après la précédente. À environ 4 semaines du kick-off, les faits sont clairs, Douala ne vibre pas encore au rythme de la grand-messe du football africain. Voilà, merci à Oriane donc pour le point de la situation. On va constater quand même de manière globale aussi, Timothée Makongo, que bon, il n'y a pas de visibilité, pas de panneaux, pas de grandes affiches qui indiquent, voilà, Douala par exemple s'apprête à la compétition. C'est un peu pour le déplorer, puisqu'on a un mois pratiquement. En matière d'explosion, pour l'envoi de la Coupe d'Afrique. De fleurs, de lumière et autres, vraiment, c'est nul. Bon, maintenant, qui est chargé de ça, qui doit s'en occuper, c'est pas très clair. C'est un peu... La CAF elle-même, en fait, elle a une grande partie de cette explosion-là qui doit se faire, et ce bouquet qui doit se faire. On a un comité local d'organisation aussi. On a un comité local d'organisation qui se veut très limité, qui a mis en place des commissions, mais apparemment au niveau de la redistribution
des pouvoirs et même des moyens d'expression. Ça ne se fait pas comme c'était prévu. Donc il y a, est-ce que c'est la faute à la CAF ou bien la faute au comité local? On ne sait rien, tout est un peu flou. Mais il manque cette étincelle qui fait les grands jours des préparatifs d'une grande compétition. Surtout que c'est une belle compétition à envisager, mais je pense qu'elle sera belle. Ça veut dire que les faits vont rattraper les manquements du début. Je pense que les faits vont rattraper un peu. Parce que nous sommes dans une ville Douala, c'est assez explosif, mais je pense que ce sera plus vivant à Douala que partout ailleurs. Ah, parce que vous êtes à Douala. Je pense à Douala. Ça ne peut pas être plus explosif à Yaoundé qu'à Douala. Douala a quelque chose d'assez spécial, d'assez expressif que Yaoundé n'a pas. Malheureusement, c'est ça. Peut-être aussi dans des petites villes comme des villes moindres comme Bafoussam, ou peut-être Garoua, mais en dehors de ça, je ne vois pas une belle explosion, une terrible explosion dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest. Ce qui est important. Donc, Fernand Nenkam, sur la Coupe d'Afrique des Nations, justement, comment est-ce que vous trouvez l'ambiance actuelle? Bon, disons qu'il y a une avancée déjà sur le plan de la communication, bien que ça arrive en retard. Le président du COCAN, le ministre de tutelle, a signé une décision, je crois, la semaine dernière, pour confirmer la société qui est en charge de promouvoir la CAN. Mais j'avoue qu'à un mois de cet événement, c'est trop tard, c'est trop tard. On aurait dû le faire suffisamment longtemps à l'avance. Je ne sais pas comment cette société va pouvoir fonctionner pour pouvoir capter les sociétés qui vont soutenir. Mais si, lorsque vous regardez des images et quand vous fusionnez la ville, vous avez l'impression que même si on reportait cette CAN, on ne sera pas prêt. On ne sera pas prêt sur certains aspects. Vous avez les infrastructures routières, vous avez... On aurait dû l'organiser depuis 2019 quand même. Non, non, on aurait pu l'organiser depuis 2019, peut-être pour d'autres raisons, on n'a pas pu le faire, mais ça a été... Il y a eu ce qu'on a appelé glissement, mais toujours été dit que il y a beaucoup de chantiers pour quelqu'un qui vit à Douala. Se rendre au stade de Japoma, ça va poser problème. Mais l'expérience du Chan démontre que les jours de compétition, avec le concours des forces de l'ordre, etc., on pourra canaliser, les spectateurs vers le stade, aussi bien sur le chemin de l'aller qu'au retour. J'ai eu à voir dans un pays comme la Chine, pendant les Jeux Olympiques de 2008, s'étaient organisés de manière à ce qu'ils avaient créé un couloir au milieu de la route, un couloir réservé exclusivement au comité, à tous ceux qui venaient aux Jeux Olympiques. Bon, ici chez nous, nous n'avons pas suffisamment profité de cette CAN parce que à ce jour, on aurait pu, ne serait-ce qu'avec ces infrastructures, on a déguerpi des gens pour construire des infrastructures routières du centre-ville vers Japoma et même à l'ancien stade Omnisport la réunification. On a fait un replâtrage pendant le Chan. Il n'y a plus je ne sais pas si c'était du goudron ou c'était de l'azote. Bon, donc il va falloir que sincèrement, après cette CAN, que les chantiers ne s'arrêtent pas, qu'on aille jusqu'au bout, et ce qu'on avait promis aux populations, qu'on essaye de l'avoir. De même que je souhaiterais que cette CAN soit un rendez-vous de tous les filles et fils de ce pays, que chacun regarde la CAN, c'est un événement très important, des années après ce que nous avons raté en 1972. Alors Georges, Fernand Nenkam qui parle du jour de compétition, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même? Oui, il faut s'inquiéter, parce que je vais vous prendre le dernier candidat, Cameroun-Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai peiné après le match pour rentrer chez moi. Je n'habite pas loin de là, mais vous imaginez le nombre de kilomètres qu'il m'a fallu taper à pied après le match pour regagner mon domicile à une certaine heure de la nuit. Heureusement, je n'étais pas seul en route. Il y avait également d'autres spectateurs qui étaient venus voir ce match avec lesquels nous avons pris le risque de nous aventurer sur cette voie après une certaine heure. Oui, effectivement, il faut s'inquiéter. Ceux qui voudront bien aller au stade, et même
pas que. Les usagers de nos différentes routes pourraient subir lors des jours de match, notamment pour nous qui sommes ici à Douala. Ce ne sera pas évident et à l'allure où les choses vont, je vois mal comment d'ici le début de la CAN, l'axe qui va de village à Japoma, que cet axe-là soit réparé et permettre la fluidité d'une certaine de la circulation à ce niveau. Donc, il faut que les populations se préparent psychologiquement à souffrir pendant la CAN, tout au moins. Ce ne sera pas toute la période de la compétition, les jours de match. Les jours de match, oui. Donc, il va falloir penser à réorganiser son emploi de temps de telle sorte que ces jours-là soient les moins pénibles pour tout le monde. Voilà, donc, avec vous, on va évoquer justement la dernière question par rapport à ce sujet, la Coupe d'Afrique des Nations et aussi les inquiétudes exprimées par les clubs européens quant à la libération de leurs joueurs pour la compétition. Il y a le conseil d'administration de l'Association européenne des clubs, ECA, qui s'est justement prononcé là-dessus et a finalement estimé que ce sera compliqué de libérer les joueurs pour une période aussi longue. Et il y a aussi cette situation sanitaire due au Covid-19 qui est là. Et donc les patrons des clubs européens ont peur d'être privés de leurs joueurs africains pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Écoutez, ça c'est un chantage qui revient tout le temps. Chaque fois qu'il y a eu une Coupe d'Afrique des Nations, souvenez-vous que bien avant déjà, ça se jouait même encore à 8, avant de passer à 16, que les présidents de clubs européens posaient déjà ce problème. C'est-à-dire que la Coupe d'Afrique se jouait pendant que les championnats ou les compétitions en Europe se jouaient. Donc ce n'est pas nouveau, ce type de chantage, permettez que je le dise ainsi. C'est simplement malheureux. Et plus malheureux encore quand ils veulent mettre en avant le contexte sanitaire pour justifier qu'ils ne veuillent pas libérer les joueurs. En fait, leur problème, c'est que la CAN se jouera à une période qui n'est pas FIFA. Parce qu'il y a une période FIFA qui est telle que les compétitions en club s'arrêtent, du moins. Oui, les compétitions en club s'arrêtent dans tous les continents pour permettre aux sélections d'avoir à leur disposition leurs internationaux. Voilà, donc c'est ça le problème qui leur fait peur, qui les dérange. Et vous savez que de plus en plus, les Africains jouent des rôles prépondérants au sein des clubs européens. Prenez par exemple le cas de Liverpool. Vous amputez Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah, c'est pratiquement les messieurs 50% du secteur offensif de cette équipe. Mais le public africain a aussi besoin je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit c'est du chantage qu'ils nous font et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est un non-événement parce que la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition FIFA. Donc la FIFA sait qu'il se jouera au Cameroun en janvier la CAN et les textes de la FIFA sont clairs et intransigeants dans la matière, c'est que les sélections devront avoir à leur disposition les internationaux. Maintenant, tout dépendra du moment. À quel moment les clubs seront obligés de les libérer. C'est peut-être à ce niveau que la FIFA et les clubs et les fédérations essaieront de trouver un terrain d'entente. Mais il est clair que les clubs ne pourront pas retenir les internationaux africains qui rejoindront leur sélection, sauf cas de blessure. Timothée Makongo. Il m'a donné la bonne information. Le truc, c'est que le discours qui sort là maintenant est un vieux discours. Le seul truc, c'est à quel moment les clubs. Parce que la période qui est mal définie, c'est celle où les clubs doivent libérer les joueurs. Mais ils ont néanmoins, les tests de la FIFA sont clairs, comme l'a dit Rip, ils sont obligés de libérer les joueurs de certaines nations. Il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est un problème de périodicité.
Il n'y a rien à faire. Fernand Nkam, peut-être pour terminer sur le sujet, est-ce que vous comprenez ces inquiétudes-là exprimées par les clubs européens quant à la libération des joueurs africains pour la CAN? L'inquiétude est tout à fait fondée. Ouais, et comme quand Rim parle de Liverpool, je vois une équipe du Camerounaise, Puma Football Club en 84, qui n'a pas pu être champion du littoral simplement parce qu'on lui avait arraché les frères Kanabiik et Omabiik. Donc, voilà. Donc, c'est l'occasion pour les Africains de penser autrement. Oui. Voilà. Il faudrait que, comme on dit toujours, il faut s'organiser en interne. Autrefois, l'équipe nationale du Cameroun, le statut de l'équipe nationale du Cameroun, c'était dans le championnat local. Quand les grands frères Makongo jouaient au football, on n'allait pas chercher des professionnels pour venir jouer ici. Le statut de l'équipe nationale était ici parce qu'on était bien organisé. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les pays africains prennent leur destin en main et qu'ils puissent organiser bien chez eux. On a les moyens, on a les ressources. Dans le cas du Cameroun, nous avons là, je dis toujours, sur le plan technique, on a des entraîneurs très expérimentés au Cameroun, bien formés. Et curieusement, la plupart de ces entraîneurs sont formés à la même école, l'école allemande. Donc, si on les regroupe, on leur dit, pensez la nouvelle philosophie de notre football. Formation à la base, harmonisation de la formation, de telle manière à ce que quand un enfant vient de l'extrême nord, de l'est, qu'il se retrouve quelque part, c'est le même langage technique. Voilà, il est porteur du même langage technique. Et qu'on forme tous ceux qui tournent autour de cette activité. Je prends notamment les journalistes, il faudrait qu'on les forme. Qu'on forme les responsables de club. Ce n'est pas normal qu'un responsable de club ne sache pas à quel moment il y a un penalty. Ce n'est pas normal que dès qu'une faute est commise dans la surface de but, même pas de réparation, pour lui c'est un penalty. Alors qu'il y a 9 fautes qui donnent droit au coup franc direct. Et le coup franc direct dans la surface de 16 mètres ou de 5 mètres 50, c'est un penalty. Mais pour lui, toutes les fautes sont des fautes de penalty. Donc il faudrait qu'on forme les gens pour pouvoir tenir le même langage. Et je pense que ça devrait démarrer. Mais les gens doivent aussi se former. Non, je pense que l'initiative, je pense que ça c'est vrai en plus. Mais je pense que ce qu'on faisait avant, il y avait des partenaires des fédérations, je pense à International Brasserie, avant que les brasseries du Cameroun n'absorbent les produits, n'absorbent International Brasserie. Il y avait un directeur commercial à International Brasserie qui était ouvert à ce genre de partage, à savoir parrainer les formations. Voilà. Et à l'époque, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient même d'ailleurs formés à cette école-là. Il y a même aussi, je pense également à... Il y a eu une initiative sur le dopage, et Maître Wakam, à l'époque, était en compagnie avec Dr Nagnan Pierre Fernand. Je pense que c'est des initiatives comme ça qu'il faudrait encourager. Il faut former tout le monde autour de l'activité. Il y a beaucoup de gens qui parlent tout simplement parce qu'ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas les règles. Et quand vous ne maîtrisez pas les règles de jeu, d'une compétition ou même d'une discipline, vous ne pouvez pas bien partager vos connaissances. Donc il faudrait qu'on forme tout le monde. Il faut qu'on forme tout le monde. D'accord, j'espère que le message est passé. En tout cas, ce sera le message de fin de cette émission. Merci d'être venu débattre avec nous, Timothée Makongo, Georges Rim, Fernand Nkam. Merci à la grosse équipe technique ainsi qu'à vous, amis sportifs, de nous avoir regardés. On se retrouve mercredi prochain sur Spectrum Télévision. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour.